Bonjour à chacun d'entre vous. Alors, aujourd'hui, assez rapidement, on va aborder un thème que beaucoup attendaient avec impatience. Il s'agit de l'approche scientifique de Dieu, mythe ou réalité. Alors, dans un premier temps, on va se poser la question finalement, est-ce que la science et la foi sont-elles compatibles ou totalement incompatibles? Aujourd'hui, lorsque je parle avec des non-croyants qui ont un cursus scientifique, je m'aperçois que pour eux, Dieu n'existe pas, tout simplement. Et cela en raison du fait qu'ils n'ont qu'une petite partie d'un enseignement qui se veut anti-Dieu. En effet, de nombreux scientifiques qui ont voulu prouver l'inexistence de Dieu se sont finalement heurtés à un mur et sont devenus croyants. Louis Pasteur, un grand scientifique, a déclaré « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène ». Ainsi, dans les cours généraux, on apprend que l'homme descend du singe, qui lui-même est issu d'une bactérie qui s'est développée dans l'eau par hasard. Bref, un récit contraire au premier chapitre de la Genèse. Ici, nous voyons qu'un peu de science nous éloigne de Dieu, mais maintenant allons dans les profondeurs de ces enseignements, et ainsi, nous verrons que beaucoup de science nous ramène à Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais voir quelques citations de savants qui se sont exprimés sur Dieu, prouvant ainsi que la science et la foi ne sont pas opposées. Le premier des scientifiques, c'est Nicolas Copernic. Il est né le 19 février 1473 et il est mort le 24 mai 1543. C'est un astronome qui a énoncé que la Terre tourne autour du Soleil. Il a déclaré « L'univers a été forgé pour nous par un créateur suprêmement bon et ordonné. Grâce à une observation constante et à un contact significatif avec l'ordre divin de la structure du monde, arrangé par la sagesse de Dieu, qui ne serait pas guidé pour admirer le bâtisseur qui crée le tout. » Galilée. Il est né le 15 février 1564 et il est mort le 8 janvier 1642. C'est un mathématicien, physicien et astronome. Il est connu pour son travail sur la lunette astronomique. Il est le fondateur de la physique moderne. Et il a déclaré « L'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on va au ciel et non comment va le ciel. » Et il dit aussi « Lorsque je médite sur toutes les choses merveilleuses que les êtres humains ont saisies, recherchées et fait, j'ai tendance à reconnaître encore plus clairement que l'intelligence humaine ne peut être que le résultat d'un créateur. » Blaise Pascal, il est né le 19 juin 1623 et il est mort le 19 août 1662. Il a travaillé sur le vide et la pression atmosphérique. Il est l'auteur du théorème de Pascal en mathématiques, du triangle de Pascal, etc. Il a déclaré « La nature a des perfections pour montrer quelle est l'image de Dieu, et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image. » Il a aussi dit « Croyez en Dieu, si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. » Moi personnellement, depuis que j'ai rencontré Dieu, c'est vrai que j'ai gagné beaucoup. Ma vie a été totalement transformée, comme vous avez pu l'entendre dans mon témoignage. Rapidement, passons à Isaac Newton. Il est né le 25 décembre 1642 et il est mort le 20 mars 1724. C'est l'auteur de la mécanique, c'est-à-dire l'étude des mouvements. Il a travaillé sur la loi de la gravitation. Il a inventé un télescope. Il a découvert que l'on peut dissocier la lumière au travers d'un prisme, faisant ainsi apparaître les couleurs de l'arc-en-ciel. Il a aussi travaillé sur les mathématiques. Et il a déclaré « Comme un aveugle n'a aucune idée des couleurs, de même nous n'avons aucune idée de la manière dont Dieu, infiniment sage, perçoit et comprend toutes choses. » Il a aussi dit « Dieu, qui connaît le mieux les capacités des hommes, cache ses mystères aux sages et aux prudents de ce monde, et les révèle aux petits enfants. Je suis un petit enfant. » Il a aussi dit « Ce système si merveilleux, qui est l'univers avec le soleil, les planètes et les comètes, ne peut que provenir de la volonté et du pouvoir d'un être intelligent,
Cet être gouverne toutes choses et pas seulement le monde. Reconnaissant son pouvoir sur toutes choses, on se doit de l'appeler Seigneur Dieu ou le souverain universel. Ce Dieu suprême est un être éternel, infini et absolument parfait. André Ampère, il est né le 20 janvier 1775 et il est mort le 10 juin 1836. C'est l'auteur d'une théorie sur l'électromagnétisme. Il invente l'ampèremètre, l'électroaimant, le télégraphe électrique, etc. Et il a déclaré « Croyez en Dieu, dans sa providence, dans une vie future, dans la récompense du bien, dans le châtiment des méchants, dans la sublimité et la vérité des doctrines du Christ, dans une révélation de cette doctrine par une inspiration divine spéciale pour le salut de la race humaine. » Oh, que c'est beau tout ça. Louis Pasteur, on l'a déjà mentionné tout à l'heure. Il est né le 27 décembre 1822, il est mort le 28 septembre 1895. Il est connu pour ses travaux de chimie et de microbiologie. C'est l'auteur du vaccin contre la rage, de la pasteurisation, c'est-à-dire c'est une méthode pour conserver les aliments. Il a aussi démonté finalement une théorie concernant la génération spontanée, en démontrant l'existence des bactéries. Nous en reparlerons bientôt. Il a bien sûr déclaré un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. Il a aussi dit « Plus j'étudie la nature, plus je suis émerveillé par les travaux de notre Créateur. La science me ramène plus proche de Dieu. » C'est un scientifique qui dit cela. Hein. Nikola Tesla, qui est né en 1856, qui est mort en 1943, il a notamment travaillé sur l'électricité et aura créé finalement 125 inventions comme le moteur à induction à courant alternatif. Il a déclaré « Le don de la force mentale vient de Dieu, être divin, et si l'on concentre son esprit sur cette vérité, nous devenons accordés finalement comme un instrument avec ce grand pouvoir. Ma mère m'a appris à rechercher toute vérité dans la Bible. » Un conseil, lisez la Bible. Il a aussi dit « Ce qu'un homme appelle Dieu, un autre l'appelle les lois de la physique. » Très connu, Albert Einstein, qui est né le 14 mars 1879 et qui est mort le 18 avril 1955, qui est au fameux auteur de la théorie de la relativité, notamment le fameux E égale mc carré, E égale mc2. Il a prouvé l'existence des atomes et des molécules. Il a déclaré « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. L'escalier de la science est l'échelle de Jacob, il ne s'achève qu'au pied de Dieu. » Il a aussi dit « Dieu n'a pas créé le mal, tout comme l'obscurité est l'absence de lumière, le mal est absence de Dieu. » Bon, remarquez que on avance dans le temps jusqu'à arriver à nos contemporains d'aujourd'hui. Fred Hoyle, qui est né le 24 juin 1915 et est mort le 20 août 2001, il est l'auteur du mot Big Bang pour décrire la création de l'univers. Il a inventé ce mot pour se moquer de ceux qui croyaient en une apparition soudaine de l'univers. Alors il faut savoir qu'il était athée et qui est finalement, face aux découvertes scientifiques, il est devenu croyant. Et il a déclaré « Il y a autant de chances que la vie ait émergé par hasard que de chances qu'une tornade balayant l'entrepôt d'un chiffonnier ferrailleur assemble un Boeing 747 à partir des matériaux qui s'y trouvent. » Je termine avec un des plus fervents défenseurs de l'athéisme, c'est-à-dire contre Dieu, qui est Stephen Hawking, et il est né le 8 janvier 1942, et il est mort le 14 mars 2018. Alors c'était un physicien, il a notamment découvert que les trous noirs émettent des rayonnements, le fameux rayonnement Hawking. Il a déclaré « Je crois nettement qu'il y a des implications religieuses quand on commence à discuter des origines de l'univers. Mais je pense que la plupart des savants préfèrent éviter cet aspect de la question. Tout est dit. » Alors je pourrais encore partager de très nombreuses citations de scientifiques qui se sont exprimés sur l'existence de Dieu.
Et le fait que beaucoup de scientifiques croient ou croyaient en Dieu, finalement, met à mal les commentaires de certaines personnes qui se moquent des croyants en estimant que croire finalement en un Dieu à notre époque est totalement moyenâgeux. Moyenâgeux, pardon. Sans oublier que cela risque aussi d'ennuyer ceux qui se moquent des croyants en les regardant comme des personnes un peu simples d'esprit finalement. Ainsi, nous voyons que ces scientifiques de renom, avec leur grande intelligence, ne voyaient que dans leurs recherches que finalement la nécessité de l'existence d'un créateur. Alors, pour finir, je laisse un prix Nobel de chimie, excusez-moi du peu, mais voilà, un prix Nobel de chimie qui exprime finalement le fond de ma pensée. Christian Hanfinsen, qui est né le 26 mars 1916 et qui est décédé le 14 mai 1995. C'était un biochimiste. Et il a dit « Je pense que seul un idiot peut être athée. Nous devons admettre qu'il existe une puissance ou une force incompréhensible dotée d'une clairvoyance et d'un savoir illimité, qui a fait naître l'univers à l'origine. Malheureusement, aujourd'hui, très peu sont intéressés de découvrir l'histoire de notre humanité. Et ils préfèrent garder les quelques petits enseignements erronés qu'ils ont reçus à l'école ou qu'ils ont piochés dans certains magazines ou en zappant sur Internet ou même sur des chaînes de télévision sans finalement réellement s'y intéresser. Mais au fait, on va s'interroger. C'est quoi d'ailleurs une théorie? Est-ce que vous le savez? Alors, Albert Einstein dira, à propos de la théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Bon, c'est vrai qu'un petit peu d'humour. Bon, bien sûr, nous allons démontrer cela bientôt grâce à l'expérience de Miller. Voyons un peu ce que le dictionnaire nous dit sur le mot théorie. Ça vient du grec théoria, qui signifie observation. C'est un ensemble organisé de principes, de règles, de lois scientifiques visant à décrire et à expliquer un ensemble de faits. Par exemple, la théorie de la relativité. Un synonyme? Synonyme hypothèse. Alors voyons ce que c'est qu'une hypothèse. C'est une proposition visant à fournir une explication vraisemblable d'un ensemble de faits et qui doit être soumise au contrôle de l'expérience ou vérifiée dans ses conséquences. Très important, n'est-ce pas? C'est un synonyme. Théorie, hypothèse. Ça doit être vérifié dans les conséquences. Alors, première étape pour une théorie d'ailleurs, l'observation. Pour tenter d'expliquer un phénomène scientifique complexe, on élabore dans un premier temps une théorie, c'est-à-dire une hypothèse. Cette théorie est basée sur ce que l'on peut observer. Alors on imagine une hypothèse pour expliquer le phénomène que l'on observe. La deuxième étape, on tente une explication de ce que l'on observe. Et il faut examiner cette théorie. Et si celle-ci peut être prouvée par des faits observables, elle est jugée digne d'intérêt. Si des faits observables contredisent la théorie, alors il faut réexaminer cette théorie, puisque finalement, ou cette hypothèse, puisque finalement elle n'est pas correcte. Les troisième et quatrième étapes pour une théorie, on tente une expérimentation pour recréer ce que l'on observe. Lorsque la théorie est prouvée par des faits observables, elle doit encore être tentée en expérimentation, bien sûr si cela est possible, parce que recréer le phénomène du Big Bang paraît assez compliqué. Lorsque les expérimentations ont été concluantes, la théorie devient une preuve. C'est généralement le cas pour les mathématiques, la chimie, mais aussi la physique, comme mécanique, électricité ou électromagnétisme, mais aussi la biologie et la physiologie.
Ainsi, nous constatons que la théorie de l'évolution reste une théorie, non prouvée scientifiquement, même si de nombreux scientifiques ou dirigeants voudraient nous prouver le contraire. Thomas Henry Huxley, un ami de Darwin, a déclaré que la théorie darwinienne n'est plus une théorie mais un fait. Or, cela ne colle pas avec la méthode que les scientifiques ont eux-mêmes mis en place en demandant qu'une théorie soit prouvée pour être jugée digne de confiance, n'est-ce pas? Alors d'un côté, nous avons une théorie qui n'est pas prouvée scientifiquement, et d'un autre un récit qui paraît totalement surréaliste, voire mythologique, que nous retrouvons dans la Bible. Alors dans un premier temps, nous allons nous intéresser à ces deux théories, la théorie de l'évolution et la théorie du Big Bang dans un instant. Alors, selon la majorité des scientifiques, il y a 15 milliards d'années, s'est produit le Big Bang, le terme inventé par Fred Hoyle. Alors sur les images, là, vous pouvez regarder justement Big Bang Explosion, donc l'expansion justement du Big Bang, la naissance du Big Bang, la naissance finalement de l'univers. Alors c'est vrai qu'il y aura des thèmes peut-être un peu techniques. J'ai essayé de simplifier au maximum. Sachez que ça risque d'être un peu compliqué, mais je vous demande vraiment d'être attentif, attentif jusqu'au bout. Parce que vous verrez que ce que l'on va lire, ce que l'on va entendre, a un impact aussi sur finalement la parole de Dieu. Vous allez voir des correspondances, des choses qui vont finalement faire tilt, dire « Eh mais oui, c'est vrai que finalement il y a des raccords entre la parole de Dieu et les découvertes scientifiques. » Alors à l'origine, le terme Big Bang, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, ce mot était une moquerie, ayant pour raison des points de vue différents entre plusieurs scientifiques. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, le Big Bang n'est pas reconnu de façon unanime. Il faut savoir que la théorie du Big Bang est basée sur d'autres théories, comme celle de la théorie de l'inflation. C'est-à-dire que ce sont juste des suppositions. Mais nous en reparlerons. À un temps donné, il y a eu une contraction d'une nébuleuse. D'autres disent une explosion. Mais on est plus dans une sorte d'expansion brutale. Donc, regardez l'image sur le diapo. Apparaissent alors les premières particules élémentaires comme les neutrinos, les électrons et les quarks. Ces derniers se transforment pour devenir neutrons et protons. Alors, il faut savoir que ces neutrons doivent rapidement s'associer aux protons car leur temps de vie est très court. Passé un certain temps, l'univers n'aurait pas pu se créer. Encore un coup de bol, n'est-ce pas? Un coup de chance. Au bout de plusieurs minutes, les noyaux d'hydrogène et d'hélium sont formés. Passons rapidement certaines étapes pour arriver à 1 milliard d'années après le Big Bang. Les premières étoiles apparaissent. Entre 3 et 4 milliards d'années après le Big Bang, ces premières étoiles explosent. C'est ce que l'on appelle les supernovas. Ces poussières d'étoiles créent tous les éléments que nous connaissons et retrouvons autour de nous, et dont nous sommes constitués. Des éléments tels que le carbone, tels que l'oxygène, par exemple, qui nous sont utiles pour respirer. Le temps passe. Nous arrivons maintenant à 9 milliards d'années après le Big Bang. Alors bien sûr, je parle d'une manière scientifique, je parle des découvertes scientifiques. Nous constatons le début de la création du Soleil, le proto-Soleil, comme on l'appelle. L'apparition des planètes, de notre système solaire. Excusez-moi. De notre système solaire et donc de la planète Terre. Cette planète ne ressemblait pas à celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle était plutôt informe et vide, si je puis le dire ainsi. Elle était régulièrement frappée par des météorites, ce qui a donné naissance à la Lune. La Terre
était alors entourée d'une atmosphère de vapeur, composée de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone. Lorsque la surface terrestre s'est refroidie, la vapeur s'est condensée pour former l'océan primitif nommé Panthalassa. Il n'y avait qu'un seul continent, la Pangée. La Terre est entourée de l'atmosphère qui est composée d'azote, à 78% d'oxygène, 21% et 1% d'autres gaz, comme l'argon par exemple, ou le dioxyde de carbone. Cette atmosphère nous protège des rayons nocifs du Soleil et régule les températures de notre planète. Les 3/4 de notre planète sont recouverts d'eau, d'où d'ailleurs son nom finalement, la planète bleue. Cette eau a été importante pour le développement de la vie sur la Terre, mais ça, c'est une autre histoire. La théorie de l'évolution. Jean-Baptiste Lamarck, un naturaliste, est le premier à émettre l'hypothèse d'une évolution des espèces. Charles Darwin reprendra ses travaux pour aboutir à cette théorie qui est enseignée aujourd'hui et d'ailleurs qui est communément acceptée. Alors, Charles Darwin a déclaré : « La vie est apparue dans un petit étang chaud, dans lequel il y avait un riche bouillon de produits chimiques, organiques, à partir desquels s'est formé le premier organisme primitif à la suite d'une longue période d'incubation durant les temps géologiques. » Alors ici, bon, c'est un peu flou, c'est un peu petit, mais pour beaucoup de scientifiques, l'apparition de la vie sur la Terre est un mystère. Mais nous le verrons plus tard. Cependant, qu'est-ce qu'on peut dire de cette théorie ? Alors, la vie serait apparue il y a 4 milliards d'années. Comme Darwin vient de nous le dire finalement. Une bactérie ou un microbe s'est développé dans ce fameux étang chaud, dont fait mention Darwin. Il y a 3,8 milliards d'années, nous avons les premières traces d'ADN. Il y a 3,5 milliards d'années, tout au bas de la feuille d'ailleurs, vous voyez, l'apparition de l'UCA, Last Universal Common Ancestor. En français, dernier ancêtre commun, universel. C'est l'ancêtre de toutes les formes de vie. Alors, ce fameux LUCA, c'est séparé en 3 groupes. Un premier groupe, les archées, appelés aussi archéobactéries. Ce sont des êtres vivants majoritairement unicellulaires, microscopiques. Alors, pour faire court, ça ressemble à une bactérie, mais ce n'en est pas réellement une. On les retrouve dans des endroits très chauds, comme les geysers, ou dans des endroits très froids. Bref, ce sont les bactéries des milieux extrêmes. Nous avons aussi les bactéries, communément appelées microbes. Ce sont les êtres vivants unicellulaires. Notre corps en est rempli. Il y a des bactéries qui sont bonnes pour nous, comme celles que l'on trouve dans notre intestin, qui facilitent la digestion. D'ailleurs, on peut utiliser certaines bactéries pour faire des yaourts. Mais il y en a d'autres qui sont la cause de maladies, comme les salmonelles, les streptocoques, pneumoniae, qui donnent la pneumonie par exemple. Enfin, on arrive au groupe principal qui nous intéresse, celui dont on serait issu, les eucaryotes. C'est un organisme vivant, pluricellulaire, qui possède un noyau. Alors, pas le même noyau que l'on peut trouver dans certains fruits. Ici, ce noyau contient l'information génétique. Alors, tout à l'heure, j'ai mentionné les termes de pluricellulaire et d'unicellulaire. Je vais rapidement expliquer cela. Unicellulaire veut dire que c'est composé d'une seule cellule, tandis que pluricellulaire veut dire plusieurs cellules. Nous sommes composés de milliards de cellules. Nos cellules sont microscopiques. Prenons par exemple notre peau. Lorsque l'on regarde, on ne voit que de la peau. Cependant, la peau est composée de 2000 milliards de cellules. La partie que nous voyons s'appelle l'épiderme. C'est une barrière face aux bactéries. Elle est composée de plusieurs couches de cellules.
Revenons à cette mystérieuse cellule. Vous avez le schéma ici, sur la diapo. La cellule est entourée de la membrane cellulaire. Ici, la membrane cellulaire. À l'intérieur, nous trouvons le cytoplasme, tout ce qui est là-dedans, cytoplasme, qui se trouve finalement entre le noyau de cette cellule et cette membrane. Donc nous avons le noyau, et c'est lui qui contient toutes les informations génétiques. Je pense que vous avez déjà entendu parler des chromosomes. C'est compliqué, mais c'est intéressant. Vous verrez. Le chromosome est composé d'une molécule d'ADN et de protéines. Les chromosomes portent les gènes, et c'est l'ensemble qui forme le génome. C'est comme un livre de recettes qui va déterminer si nous sommes un homme ou une femme, qui va déterminer la couleur des yeux, la couleur des cheveux, etc. L'ADN ressemble à une double hélice qui comprend 4 bases azotées. A pour l'adénine, T pour thymine, qui sont associés ensemble, G pour guanine, et C pour cytosine, qui eux-mêmes sont aussi associés ensemble. Une cellule peut se diviser pour donner naissance à 2 autres cellules identiques. On appelle cela la mitose. Cette parenthèse sur la cellule est importante et nous en reparlerons très bientôt. Alors, les groupes des archées et des bactéries n'a pas finalement tellement évolué depuis des millions d'années. En revanche, celui des eucaryotes a beaucoup évolué. Alors, il y a 3,3 milliards d'années ou 3,8 milliards d'années, toujours selon la théorie d'évolution, nous avons l'apparition de l'UCA, Lost Universal Common Ancestor, ou dernier ancêtre commun universel. Et enfin, il y a 3 milliards d'années, les algues ont commencé à se développer. Il y a 2 milliards d'années, nous avons l'apparition des premiers organismes multicellulaires. Maintenant, vous savez ce que c'est, pluricellulaire, multicellulaire. Il y a environ 700 millions d'années, apparition des vers, des mollusques, et des méduses, etc. Il y a 500 millions d'années, apparition des premiers poissons. Il y a 480 millions d'années, apparition des plantes terrestres. La mousse et les algues se développent hors de l'eau. Il y a 430 millions d'années, développement de plus gros poissons. Et les araignées se développent aussi sur la Terre. Il y a 400 millions d'années, apparition des premiers amphibiens. Les poissons sortent de l'eau et respirent l'oxygène. Nous avons aussi l'apparition des premiers insectes. Les premiers arbres apparaissent, et en même temps, c'est le temps des forêts. Il y a 300 millions d'années, apparition des premiers reptiles. Il y a 245 millions d'années, apparition des dinosaures. Il y a 160 millions d'années, apparition des mammifères et apparition des premiers oiseaux. Il y a 140 millions d'années, apparition des premières fleurs, des abeilles et des fourmis. Il y a 66 millions d'années, apparition des premiers primates. C'est aussi la disparition d'une grande partie des dinosaures. Enfin, il y a 45 millions d'années, apparition des singes, des grands mammifères marins et développement des animaux terrestres. Entre 4 et 1 million d'années, apparition des premiers australopithèques en Afrique. Nous avons d'abord l'australopithèque anamnesis, puis l'australopithèque afarensis. Il mesurait entre 1 mètre et 1 mètre 50, pour un poids compris entre 25 et 65 kg tout mouillé. Le volume de leur cerveau était d'environ 500 cm3. Sur les images, là vous pouvez à peu près voir le développement des boîtes crâniennes, le développement aussi de la structure osseuse, etc. des personnes, enfin des primates. L'australopithèque étant pour beaucoup le passage entre le singe et l'homme. Cependant, encore une fois, cela ne fait pas l'unanimité des scientifiques. Alors,
L'Australopithèque afarensis, le plus connu, est Lucie. C'est un squelette découvert en Éthiopie en 1974. Elle avait un poids estimé d'environ 27 kg. D'autres australopithèques se sont développés comme l'Australopithèque africanus et l'Australopithèque sediba. Il y a 2,5 millions d'années, apparition de l'Homo rudolfensis, puis de l'Homo habilis, puis de l'Homo ergaster. On suppose qu'ils sont issus de l'Australopithèque, mais là encore, cela ne fait pas l'unanimité des scientifiques. On retient le plus souvent l'Homo habilis, parce qu'il était habile. Il savait fabriquer des outils, il mesurait entre 1,20 m et 1,50 m, il pesait entre 30 et 40 kg. Le volume de son cerveau allait de 500 à 800 cm3. Il y a 2 millions d'années, l'Homo ergaster s'éteint, apparaît alors l'Homo erectus. Son nom signifie homme debout. Il mesurait dans les 1,70 m pour un poids d'environ 50 kg. Le volume de son cerveau était de 1000 cm3. Il y a 1,5 million d'années, l'Homo erectus part à la découverte du monde et ainsi nous retrouvons d'autres hommes préhistoriques et donc d'autres noms comme l'Homo heidelbergensis que l'on a retrouvé en Europe, l'Homo antecessor, l'Homo floresiensis, denisovensis, etc. Voilà. Il y a 80 000 ans, apparaît l'homme de Néandertal ou Homo neanderthalis. Il mesurait dans les 1,70 m pour un poids de 80 kg. Bon, ça représente déjà un petit peu plus quelque chose d'aujourd'hui. Le volume de son cerveau allait de 1500 cm3 à 1700 cm3. Enfin, il y a 35 000 ans, on retrouve en Europe l'homme de Cro-Magnon. Il était robuste, mesurait en moyenne 1,70 m ou 1,80 m. Enfin, à 25 000 ans, apparaît l'Homo sapiens ou l'homme moderne. 1,70 m en moyenne, poids moyen 65 kg, volume du cerveau allant de 1500 cm3 à 2000 cm3. Ces hommes vivaient au départ de chasse et de cueillette. Ils avaient des bifaces en silex et des outils en os. C'est aussi l'époque de la découverte du feu. C'était finalement le paléolithique. Puis vient le néolithique, environ 8000 ans avant Jésus-Christ. Les hommes commencent à construire des villages. Ils commencent à semer, à récolter, à élever des animaux. La céramique fait son apparition. Du fait d'une nourriture plus abondante, grâce à l'agriculture, la population s'agrandit. Nous arrivons à la fin de l'âge de pierre, apparaît alors l'âge de bronze. Le travail des métaux est une réelle avancée technologique. Ces premiers hommes commençaient à forger le cuivre, puis enfin le bronze qui est un alliage de cuivre et d'étain. De nombreux objets comme des haches ont été retrouvés. Des réseaux commerciaux se développent alors, puis vers 2650 avant Jésus-Christ, nouvel essor, nous entrons dans l'âge de fer. En Europe, il commence seulement 800 ans avant Jésus-Christ. Les armes se développent, les outils sont plus performants et plus résistants. De grandes civilisations apparaissent, mais tout cela, c'est une autre histoire. Au travers de ce long cours, nous avons découvert comment la vie est apparue sur la Terre et comment elle s'est développée. Alors je précise que les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur les dates, et c'est pour cela que vous pourrez découvrir d'autres dates pour les différentes apparitions de la vie sur Terre. Après avoir étudié les deux théories, nous verrons prochainement ce que la Bible nous raconte sur la création de l'univers et de l'apparition de la vie sur Terre. Alors une question, un besoin de prière, vous avez l'adresse mail ici, et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas louper une vidéo. Soyez bénis et à bientôt.